Fin 1892, un confrère et ami m'adressa une jeune dame qui était en traitement chez lui pour des rhinites purulentes, faisant chroniquement retour. Comme il apparut plus tard, une carie de l'os ethmoïde était la cause de l'opiniâtreté de ses maux. Dernièrement, la patiente s'était adressée à lui pour des symptômes nouveaux, que ce médecin avisé ne put plus mettre sur le compte d'une affection locale. Elle avait complètement perdu la perception olfactive et était poursuivie quasi sans cesse par une ou deux sensations olfactives subjectives. Elle ressentait celle-ci comme très pénible, était par ailleurs d'humeur abattue, fatiguée et se plaignait d'avoir la tête lourde, l'appétit et la capacité d'agir diminués. La jeune dame, qui vivait comme gouvernante dans la maison d'un directeur d'usine, dans la banlieue de Vienne, me rendait visite de temps à autre à mes heures de consultation. Elle était anglaise, de constitution délicate, peu pigmentée de peau et, hormis l'affection du nez, en bonne santé. Ses premières communications confirmèrent les indications du médecin. Elle souffrait d'humeur dépressive et de fatigue, était tourmentée par des sensations olfactives subjectives, manifestait, parmi les symptômes hystériques, une analgésie générale assez nette avec une sensibilité au toucher intact. Les champs visuels ne montrèrent, lors d'un examen superficiel, manuel, aucune limitation. L'intérieur du nez était parfaitement analgique et dénué de réflexes. Des attouchements étaient ressentis, la perception de cet organe sensoriel était supprimée, autant pour les stimuli spécifiques que pour d'autres, ammoniac, acide acétique. Le catarrhe nasal purulent se trouvait justement dans une période d'amélioration. Lors de mes premiers efforts pour rendre compréhensible ce cas de maladie, il fallut que les sensations olfactives subjectives, en tant qu'hallucinations faisant retour, se laissent interpréter comme des symptômes durables hystériques. L'humeur dépressive était peut-être l'affect relevant du trauma, et il fallait pouvoir trouver une expérience vécue lors de laquelle ces odeurs devenues à présent subjectives avaient été objectives. Cette expérience ne pouvant être que le trauma comme symbole duquel les sensations olfactives faisaient retour dans le souvenir. Peut-être était-il plus exact de considérer les hallucinations olfactives faisant retour, y compris l'humeur dépressive qui les accompagne, comme des équivalents de l'accès hystérique, la nature d'hallucination faisant retour, les rend bel et bien inaptes au rôle de symptômes durables. Mais ce n'était pas là ce qui comptait dans ce cas aux formes rudimentaires. Il était en revanche tout à fait indispensable que les sensations olfactives subjectives manifestent une spécialisation telle qu'elle pouvait correspondre à leur provenance à partir d'un objet réel tout à fait déterminé. Cette attente se trouva bientôt accomplie. À ma question pour savoir quelle odeur la poursuivait le plus souvent, j'obtins en réponse « comme celle d'un entremets brûlé ». Je n'avais donc qu'à supposer que c'était effectivement l'odeur d'entremets brûlé qui avait été présente dans l'expérience vécue à l'effet traumatique. Que des sensations olfactives soient choisies comme symbole mnésique de trauma est certes assez inhabituel, sauf qu'on était tenté de donner raison pour ce choix. La malade était affligée de rhinite purulente, c'est pourquoi le nez et ses perceptions étaient au premier plan de son attention. Des conditions de vie de la malade, je savais seulement que dans la famille dont elle avait en garde les deux enfants, il manquait la mère, qui était morte quelques années auparavant d'une maladie grave, foudroyante. Je décidai donc de prendre l'odeur d'entremets brûlés comme point de départ de l'analyse. Je vais raconter l'histoire de cette analyse comme elle aurait pu se produire dans des conditions favorables. En fait, ce qui aurait dû être une seule séance s'étendit sur plusieurs, puisque la malade ne pouvait venir me voir que pendant les consultations, où j'avais peu de temps à lui consacrer. Et une seule de ces conversations s'étala sur plus d'une semaine, ses obligations ne lui permettant pas non plus de faire assez souvent le long trajet de l'usine jusqu'à moi. Nous nous interrompions donc en plein entretien pour reprendre le fil au même endroit la fois suivante. Miss Lucy R. ne devint pas somnambule
lorsque je tentais de la mettre en hypnose. Je renonçais donc au somnambulisme et je menais toute l'analyse avec elle dans un état qui, de toute façon, se distinguait peut-être assez peu de l'état normal. Ok. Alors on peut commencer. Ça filme. Comment? Ça filme. Ça filme déjà? Oui. Ah d'accord, alors je couperai après. Alors, la dernière fois, j'ai terminé, lorsque c'était Marc-Antoine et moi, j'ai terminé en disant qu'on allait faire Elisabeth Fonner aujourd'hui, plus Caterina. D'ailleurs, cette erreur, j'ai fait plusieurs fois, à plusieurs reprises, avec tout le monde. Je pense que Jean, je t'avais parlé aussi d'Elisabeth Fonner. Et en fait, il s'agit de Miss Lucière. Miss Lucière, qui est le deuxième cas clinique de Freud dans les études sur l'hystérie. C'est le troisième cas de l'ensemble du livre. Et Caterina, qui suit celui de Miss Lucière. Donc, la dernière fois, on a discuté, Marc-Antoine et moi, d'Émilie von N, qui était un cas que Freud avait soigné à partir de 1889. Freud avait 33 ans. Ici, c'est 1892. Freud a déjà 36 ans. Donc, c'est quelques années plus tard que Émile Fonner. Alors bon, on peut commencer par les impressions. Jean, tu veux dire un mot sur, sur le texte de Miss Lucière? Oui, bon, c'est un texte qui m'a beaucoup intéressé. J'ai été frappé, je l'ai lu en allemand et en français. J'ai été naturellement frappé par l'aspect très méthodique de Freud, avec l'idée qu'il y a un procédé qui permet d'accéder, qui te permettre aux patients d'accéder à certains souvenirs. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il considère que le fait de mettre à l'écart certains souvenirs dans ce qu'il appelle des groupes psychiques séparés, c'est une action volontaire. Il l'a décrit comme une action volontaire. Et puis, alors, pour retrouver ces souvenirs, donc, il propose certaines techniques qui ont pour but de mettre à l'écart la critique consciente pour retrouver ces symptômes, les laisser revenir. Et en particulier, il y a des manipulations, le fait de mettre la main sur la tête du patient, le fait de tenir la tête du patient, parce qu'il explique qu'au moment du relâchement, alors, la critique consciente est mise à l'écart. Et donc, les souvenirs mis de côté dans un groupe psychique séparé peuvent, à ce moment-là, revenir. Et puis, ce que je trouve extraordinaire, c'est la manière dont il déclare que la technique est infaillible. Et il annonce aux patients que ça marche tous les coups. Et si, par hasard, ça ne marche pas et qu'il ne vient pas quelque chose, c'est que vous avez voulu encore mettre de côté le souvenir. Alors ça, c'est très frappant. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un souvenir qui crée une contradiction douloureuse chez le patient entre ses intentions ou ses pensées conscientes et puis le souvenir qui entre en conflit avec les valeurs, avec les représentations du patient. Et alors à ce moment-là, elles sont mises dans un groupe psychique séparé. Le terme inconscient apparaît peu, il est présent, mais il apparaît une fois à la fin. Autrement,
c'est la notion de groupe psychique séparé. Et puis la notion de Et c'est clivage. une notion de double conscience, de deux types de conscience Oui. différentes. On ne parle pas d'inconscient, mais de deux états de conscience, Oui, de qui groupe d'ailleurs sont psychique. des états éveillés Et d'ailleurs, Et ça c'est une somnambule. chose intéressante parce que c'est une pensée qui reprendra dans les années 20, quand il développera toutes les théories sur le clivage du moi. Ah oui. Il reprend beaucoup de termes de cette époque-là. C'est vrai. Spaltung, Même l'idée de défense, il va reprendre, il va cesser de parler de défense pendant presque 20 ans, et va reprendre ces années. oui. En tout cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est la question du clivage du moi. Là, il ne parle pas de clivage du moi, il est question du moi. À un moment donné, il le met entre guillemets. Oui, il parle de moi. Oui. Mais il le met entre guillemets. Il n'a pas encore élaboré la théorie du moi, qui viendra plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est cette Spaltung, ou bien Abspaltung, séparation ou dissociation, mais volontaire, de contenu psychique et de la création de contenus psychiques séparés, de groupes psychiques séparés, et il s'agit de rétablir le contact. Le contact a été coupé. Donc, il ne parle pas non plus de refoulement, sauf que le mot apparaît une fois. Oui, il apparaît une il fois. parle de refoulement. En fait, ce qui est refoulé, c'est ou quand les contenus, c'est le lien entre les contenus, n'est-ce pas? Ah, ok, qui est, ça, je qui n'avais est- pas remarqué. oui, c'est le lien entre les contenus qui est plus accessible. Sauf que, justement, les techniques qu'ils proposent sont censées permettre de rétablir ce lien et de revivre le conflit, mais d'une façon qui n'est plus douloureuse et qui peut être acceptée. Alors bon, les exemples qu'ils donnent sont intéressants, et puis les récits sont intéressants. Mais je ne sais pas ce qu'il y a. Mais dans ce que vous dites par rapport à l'aspect très volontaire, conscient, il... le fil, le cerveau. Non, par rapport à, donc, à cet aspect volontaire, il en parle aussi dans le fait que le patient est au courant, finalement est acteur de ce qui lui arrive. Il est conscient, il sait qu'il y a quelque chose qui cause son mal-être, mais il ne sait pas exactement quoi. Donc même là, Mais au départ, l'action de mettre à l'écart est présentée comme volontaire. Ouais. Ce qui est tout à fait inattendu quand on pense à Freud et puis au fait que Freud, oui, il a défini une notion d'inconscient. On ne s'attend pas à le voir dire que c'est des actions tout à fait conscientes, de toute façon, au départ. Mais est-ce que c'est historiquement... Parce que dans Katharina, il revient sur son opposition avec Janet, qui nous parle... Oui. Vous savez, je l'en parlais déjà la dernière fois, je ne vais peut-être pas Oui. revenir, mais il revient avec cette idée de la question de la dégénérescence. La dégénérescence, des stigmates, quelque chose... il y a quelque chose, peut-être, où il lutte contre cette théorie-là, je me demande. C'est le fait que le patient soit acteur et ne subisse pas des mots, son hérédité. Je me demande si ça va avoir quelque chose. C'est évidemment, il est opposé à toute idée que le syndrome névrotique soit le résultat d'une d'une dégénérescence. Ce n'est pas un processus dégénératif, et il insiste là-dessus. En même temps, il y a une chose très drôle, c'est que finalement, il réduit le fait, à un moment donné, il réduit le fait de mettre à l'écart certains souvenirs, il parle de pusillanimité morale, Zaghaftigkeit, n'est-ce pas? Et ça veut dire que le patient n'a pas eu le courage d'intégrer Il dit que c'est une question de courage. Oui. Et d'ailleurs, il dit s'il aurait eu un peu plus de courage mental, probablement il n'aurait pas eu le symptôme. Oui, exactement, il y a ce mot qui Il met finalement, c'est aussi l'idée déjà de l'instance qui ira refouler. Plus tard, elle va mettre ça, elle va parler même de refoulant. C'est pas de refouler et de refoulant. Et le refoulant, c'est cette instance morale qui peut-être plus tard va devenir surmoi ou autre, même si... Mais là, cette instance est supposée être quand même trop faible, parce que si elle avait été plus forte, elle aurait intégré le souvenir. C'est ça. Il y a un manque de courage. Le mot moutiller, n'est-ce pas? Et Zaghaftigkeit, ce qui veut dire être un peu hésitant, ne pas assumer vraiment. Mais lorsqu'il parle de manque de courage, ça veut dire il commence à donner le sens de quelque chose d'interdit qui serait écarté.
Parce qu'il y a interdit, deux mais- types de choses qui sont écartées. C'est pas interdit, c'est désagréable. C'est ça, désagréable. C'est douloureux, C'est désagréable. C'est le traumatisme. La Oui. base centrale dans tous ces textes, à partir déjà de Breuillère, c'est l'origine, c'est le traumatisme. Ça veut dire c'est le désagréable. Mais à partir du moment où il parle de morale, c'est parce que c'est pas uniquement désagréable dans le sens où c'est un traumatisme, mais c'est désagréable dans le sens où c'est quelque chose de honteux ou Socialement. de non avouable. Oui, ça suggère une notion de surmoi, mais le surmoi n'est pas du côté où on imagine. Puisque, Oui. puisque justement... Je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que là, quand il parle de courage, on le sent un peu moralisateur. On dirait que le psychiatre ou le thérapeute, il est du côté du surmoi, Oui. ici. Ah oui, Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, dans Amy Fonen, elle le remettait un peu en place de temps en temps en disant qu'il exagérait, il avait des moments où il s'énervait, il voulait absolument qu'elle l'obéisse, ça veut dire en se guérissant ou en supprimant certains symptômes. Ici, c'est drôle parce qu'il essaye aussi il parle déjà de suppression, comme il parlait chez Émile Fonen. Émile Fonen, il essayait de supprimer certains souvenirs désagréables. Ça veut dire, c'était très contradictoire parce qu'il fait rappeler pour ensuite supprimer. Oui, bon, pour supprimer le contenu désagréable. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il y a une affaire de nettoyer, catharsis, n'est-ce pas? Ouais. Tout ça, c'est de la catharsis. Ouais. C'est un nom général pour tous les aspects de sa méthode. Et catharsis, ça veut dire nettoyer. Katharos, ça veut dire pur. Kataireo, ça veut dire lever, soulever ou enlever les tâches. On dit bien enlever, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il s'agit vraiment d'une entreprise de nettoyage. Et pour ça, alors faire revenir ces tâches qui ont été refoulées et ensuite les laver. C'est-à-dire les laver, on ne les supprime pas, mais on leur enlève leur caractère conflictuel ou pénible par le fait d'avoir accepté, d'avoir constaté et puis de l'avoir intégré. Mais oui, en fait, l'aspect thérapeutique de cette action n'est pas tellement développé là-dedans. Il semble que le seul fait de le faire revenir, c'est censé être déjà thérapeutique. C'est ça. Non, mais dans le précédent texte, D'ailleurs, il lui fait revenir, mais après il lui dit maintenant vous allez oublier. c'est ça que je disais que c'est un peu contradictoire. Là. Mais la catharsis, c'est faire revenir. Bien aussi, C'est après, faire faire revenir d'une revenir, certaine pour façon, nettoyer. même le revivre. N'est-ce pas? Au départ, Pour le nettoyer, donc pour le resupprimer. donc, Ça veut dire le le mot- supprimer autrement. Oui, c'est le supprimer autrement. C'est-à-dire que le mot catharsis, ça a le sens général de laver, et puis déjà dans l'Antiquité, ça a un sens médical qui est de purger. Hein. Donc, c'est purger les émotions. Ça ne veut pas dire les supprimer, mais ça veut dire leur enlever leur caractère pathologique. Mais ça, c'est pas tellement explicité là-dedans. Mais cette notion, elle est dans l'Antiquité. Il n'en parle pas dans l'introduction, où il fait référence aussi à la poétique d'Aristote, où il parle de la catharsis, dans ce qu'on va assister à un drame, dans la tragédie. Et il me semble qu'il en parle dans l'introduction aux études sur l'hystérie, où il me semble qu'il développe un peu plus. Mais... il faudrait que Donc, je n'ai pas relu le Mais ce qui est frappant de lecture depuis aujourd'hui, c'est que la notion justement de nettoyage, qui est médical, de laver, etc., si on lit depuis aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui est complètement oublié dans ce texte, c'est le corps. J'ai l'impression, par exemple, vous entendant, qu'il n'y a que le psychisme. Mais pour Freud, c'est qu'il n'y avait que le psychisme. Et que tout cet appareil était quand même... Et en même temps, ce sont organisé. des symptômes qui se manifestent physiquement. organisé. C'est ce qu'on appelle l'innervation corporelle. Voilà, il aurait mieux de laver ses sinus, je pense. Parce qu'avec un bon lavement de sinus, il n'y aurait pas d'odeur de fumée, il n'y aurait pas tout ça. C'est-à-dire que avec la lecture d'aujourd'hui, on dit, bon, cette pauvre bonne femme, elle avait des polypes infectés dans le nez, qui aujourd'hui seraient résolus autrement. Et ce que je trouve très bizarre, c'est qu'il y a comme
un clivage, donc il y a une séparation. Il lutte contre cette séparation psychique en disant vous n'admettez pas, etc., etc. Et lui fait une division, il fait une séparation du corps. Il faut que je m'explique plus en détail sur ce point de la technique de mon procédé. Lorsqu'en 1889, je fréquentais les cliniques de Nancy, j'entendis le vieux maître de l'hypnose, le docteur Liébaud, dire « Oui, si nous possédions les moyens de rendre somnambule tout un chacun, la méthode de guérison par hypnose serait de toutes la plus puissante. » À la clinique de Bernheim, il sembla presque qu'un tel art existât réellement et qu'on pût l'apprendre de Bernheim. Mais dès que je tentais de pratiquer cet art sur mes propres malades, je remarquais que de ce point de vue, des limites très étroites étaient posées, du moins à mes forces à moi, et que là où un patient ne devenait pas somnambule au bout d'1 à 3 tentatives, je ne possédais aucun moyen de le rendre tel. Mais le pourcentage des somnambules resta dans mon expérience loin derrière celui indiqué par Bernheim. Après cette longue mais inévitable digression, je reviens à l'histoire de Miss Lucy R. Lors de ma tentative d'hypnose, elle ne devint donc pas somnambule, mais elle était seulement tranquillement allongée, soumise à un certain degré d'influence léger, les yeux continuellement fermés, la mine un peu rigide, sans bouger le moindre membre. Je lui demandai si elle se souvenait en quelle occasion la sensation olfactive d'un entremets brûlé était apparue. Oh oui, je le sais très précisément. C'était il y a environ 2 mois, 2 jours avant mon anniversaire. J'étais avec les enfants dans la salle d'études et je jouais avec elles. Il s'agit de 2 filles. Je jouais avec elles à faire la cuisine. Voilà que me fut remise une lettre que le facteur venait de déposer. Je reconnus au cachet de la poste et à l'écriture que c'était une lettre de ma mère de Glasgow. Je voulus l'ouvrir et la lire. Les enfants se précipitèrent alors sur moi, m'arrachèrent la lettre des mains et crièrent « Non, tu n'as pas le droit de la lire maintenant. C'est certainement pour ton anniversaire, nous allons te la mettre de côté. » Pendant que les enfants jouaient, ainsi, autour de moi, se répandit soudain une odeur intense. Les enfants avaient planté là l'entremets qu'elles avaient sur le feu et il avait brûlé. Depuis lors, cette odeur me poursuit. Elle est en fait toujours là et devient plus forte quand je suis en émoi. Vous voyez cette scène nettement devant vous, concrètement telle que je l'ai vécue. Qu'est-ce qui pouvait donc vous mettre tellement en émoi ? Cela me touchait que les enfants aient été si tendres envers moi. Ne l'était-elle pas toujours ? Si, mais justement quand je reçus la lettre de la mère. Je ne comprends pas. Dans quelle mesure la tendresse des petites et la lettre de la mère auraient produit un contraste que vous sembliez pourtant insinuer ? C'est que j'avais l'intention de partir chez ma mère et en même temps j'avais le corps gros de quitter ses chers enfants. Qu'en est-il de votre mère ? Est-elle donc si seule dans la vie et vous êtes-elle appelé auprès d'elle ? Ou était-elle malade à cette époque et vous attendiez de ses nouvelles ? Non, elle est maladive mais pas précisément malade. Elle a une dame de compagnie avec elle. Pourquoi deviez-vous alors quitter les enfants ? Ce n'était plus tenable à la maison. L'intendante, la cuisinière et la française semblent avoir cru que j'étais imbu de ma position. Elles ont comploté une petite intrigue contre moi, ont rapporté au grand-père des enfants toutes sortes de choses sur moi, et je ne trouvais pas chez les 2 messieurs le soutien que j'avais attendu lorsque j'allais me plaindre auprès d'eux. Là-dessus, j'ai offert ma démission à monsieur le directeur. Il me répondit très aimablement que je devais malgré tout prendre 2 semaines pour réfléchir avant de lui communiquer ma décision définitive. C'est dans ce moment de suspens que je me trouvais à l'époque. Je croyais que j'allais quitter la maison.
Depuis, je suis resté. Et quelque chose de particulier vous attachait-il aux enfants, hormis leur tendresse pour vous? Oui. Sur son lit de mort, j'avais promis à la mère, qui était une parente éloignée de la mienne, que je m'occuperais de toutes mes forces, des petites, que je ne les quitterais pas et remplacerais la mère auprès d'elle. Cette promesse, je l'avais rompue quand j'avais donné ma démission.